En avril 2019, une convention de partenariat entre le CNRS, ATD Quart Monde et le CNAM donne naissance à l'espace collaboratif Croiser les savoirs avec toutes et tous. L'objectif est de réfléchir aux questions d'ordre épistémologique, éthique et méthodologique que soulèvent les recherches menées en croisement des savoirs avec des personnes ayant l'expérience de la pauvreté. L'espace collaboratif mobilise une cinquantaine de personnes, des praticiens du social, des chercheurs universitaires et des personnes ayant l'expérience de la pauvreté et ou de l'exclusion. Nous avons enquêté pendant 3 années sur 3 thèmes. 1. Les groupes de pairs. 2. Les freins et leviers à la coproduction. 3. L'évaluation des recherches participatives. Les 15 et 16 novembre 2022, à la Maison des Sciences de l'Homme de Paris-Nord, nous avons échangé et discuté avec une centaine de personnes, des professionnels, des universitaires et des personnes ayant l'expérience de la pauvreté et ou de l'exclusion. Ce film retrace les résultats de notre enquête. Vous êtes tous acteurs, actrices à un titre ou à un autre de recherche participative et vous y amenez des savoirs différents, des savoirs qui viennent de l'expérience de la pauvreté ou de l'exclusion sociale, des savoirs qui viennent de votre agir professionnel, des savoirs qui viennent de la recherche. Alors dans la salle, il y a aussi le groupe qui a travaillé depuis 3-4 ans, qu'on appelle le groupe de l'espace collaboratif, qui va présenter ses résultats et ses travaux pendant ces 2 journées. Alors comment expliquer l'espace collaboratif ? Disons que c'est un espace qui réunit des praticiennes du travail social, des personnes ayant l'expérience ou vécu la pauvreté et des chercheurs, mais pas forcément que académiques. Il existe des sources de savoir qui ne sont pas prises en compte, qui sont le savoir des personnes qui ont vécu l'expérience de la pauvreté. Il y a des savoirs qui sont connus, qui sont scientifiques, le savoir académique, le savoir de la pratique. Mais le dernier savoir, la dernière source de savoir n'est pas reconnue. Donc l'espace collaboratif travaille à mettre en valeur ce savoir. Et ces expériences de vie, on a vraiment envie de les faire connaître et de dire qu'on sait faire et qu'on n'a pas besoin d'un diplôme. Et je trouvais que c'était intéressant et enrichissant de travailler ces trois intelligences ensemble afin d'obtenir quelque chose encore de plus grandiose et d'être entendu en fait. On n'est pas un colloque scientifique habituel où on est devant que des scientifiques parce qu'on a voulu ça. C'est à cette diversité qu'on voulait présenter nos résultats et c'est avec vous tous qu'on veut continuer à réfléchir. Si le CNRS, donc le Centre national de la recherche scientifique, donc dont le but est de produire de la connaissance scientifique, si le CNRS s'associe, s'implique, c'est que l'enjeu est important, voire central pour la recherche scientifique. Moi, au nom du CNRS, je tiens à vous dire aussi que ce que vous faites, c'est aussi un enjeu de savoir et de connaissance. C'est un enjeu de savoir et de connaissance parce que les savoirs et les connaissances ne seront pas exactement les mêmes ou fondamentalement seront différentes si vous arrivez à faire ce travail ensemble. En fait, je suis fier, très très fier, que le CNAM ait participé, soutenu avec ses moyens cette remarquable action de recherche et action citoyenne. Tout ce travail est extrêmement important pour le CNAM car il nous renforce dans nos objectifs de porter des recherches participatives et notamment et surtout des recherches qui permettent de valoriser la parole et les savoirs des plus exclus. ATD Quart Monde travaille avec le monde de la recherche depuis nos premiers jours, il y a plus de 60 ans, mais aussi avec tous ces professionnels impliqués au quotidien avec les plus pauvres. Nous sommes vraiment convaincus que nous ne pourrons éradiquer la grande pauvreté qu'en travaillant tous ensemble. Donc à l'origine du projet, il y a une série de constats. Le premier constat, c'est que l'expérience de la pauvreté ou de l'exclusion, elle amène à des savoirs qui gagnent à être pris en compte. Tout à l'heure, on a entendu Emmanuel Henry du CNRS parler de sciences non faites. Ça a fait tout à fait écho à ce constat qu'il y a des savoirs qui ne sont pas assez connus, pas pris en compte, qui mériteraient d'être mis en valeur et d'être croisés avec d'autres.
Les recherches participatives, elles ont bien sûr aussi des vertus, des mérites démocratiques. On a parlé ce matin déjà, l'émancipation des uns et des autres, le développement du pouvoir d'agir. Et il nous semble qu'on ne met pas assez le projecteur sur ce que ça apporte aux connaissances scientifiques, à la science. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur comment peuvent se produire les connaissances. Donc ce double enjeu, de reconnaissance scientifique et de lutte contre la pauvreté, c'est bien ce double enjeu qui nous pousse depuis toutes ces années, après toutes les étapes évoquées et racontées par Marianne, de mettre en place l'espace collaboratif, croiser les savoirs avec toutes et tous. Et en fait, nous avons décidé de creuser ensemble la thématique des groupes de pairs et la mixité dans les recherches participatives, la question de la coproduction des savoirs jusqu'au bout, et celle de la validation et évaluation des recherches participatives. On vous laisse écrire. En gros, un mot du coup avec un feu. Il n'y a pas besoin de faire cette partie du temps, mais du coup, quand vous avez fini, vous pouvez passer le feu dans le parcours. Elle a une petite tête. Elle a deux. Est-ce que vous avez pu écrire? Savoir. Différence enrichissante, légitimité, proche, écoute, partage, échange, se connaître ou se reconnaître, confrontation. Moi, je fais partie du groupe qui a travaillé sur mixité, non-mixité et l'importance du groupe de pairs dans la co-construction d'un savoir utile pour lutter contre la pauvreté. Et nos résultats majeurs, en tout cas les trois qu'on a voulu mettre en lumière aujourd'hui, ce sont que le groupe de pairs est une condition nécessaire pour pouvoir bien travailler en mixité, dans une alternance groupe de pairs, groupe mixte, que le processus de croisement prend du temps et nécessite un temps qui n'est pas qu'un temps technique de réunion, mais aussi un temps qualitatif où on apprend à se connaître, à se faire confiance. Et la question, le troisième résultat qui est autour des rapports d'inégalité qui existent et qui existent à l'intérieur des groupes de pairs, entre les groupes de pairs, et puis entre les groupes de pairs et les animateurs, l'équipe d'animation, et parfois même peut-être aussi entre les animateurs. Le groupe de pairs, c'est un espace de non-mixité qui réunit des personnes se reconnaissant comme ayant une appartenance et une expérience commune. Il sert à préparer les échanges en groupe mixte. Il permet de rendre visibles des savoirs qui en général ne sont pas pris en compte et qui sont utiles à la connaissance. Déjà, le groupe de pairs est une nécessité parce que déjà, si on imagine les professionnels, ils ont une équipe derrière. Ils ne travaillent pas tout seuls. Même si vous êtes tout seul dans votre bureau, vous avez une équipe directionnelle, une équipe qui vous soutient dans le travail que vous faites. Les chercheurs, pareil, ils ont toute une académie derrière eux. Les personnes en situation de pauvreté ou qui ont l'expérience de la pauvreté, ils n'ont aucun encadrement derrière pour venir apporter leur savoir. Donc du coup, nous, on travaille avec eux dans les groupes de pairs à construire leur savoir puisqu'ils vont le confronter à d'autres. Donc le groupe de pairs n'est pas une fin en soi. C'est juste un outil qui permet à ces personnes de construire un savoir qu'ils puissent partager avec d'autres sources de savoir. Ça a développé des questions qui étaient vraiment intéressantes et puis ça nous menait à aller plus loin, c'est-à-dire qu'on ne nous manipulait pas, quoi. On nous aidait à parler correctement, à pousser notre capacité parce qu'on sait qu'on a une capacité et quand on voyait qu'on a réussi à développer ce qu'on voulait dire, ça nous a permis de faire un très beau travail sur nous-mêmes, quoi, parce que c'est ce qui nous a donné de la valeur, quoi. Selon l'expression de Nancy Fraser, les publics faibles deviennent des publics forts en groupe de pairs. Mais on a toutefois fait le constat que finalement, toutes les catégories de personnes qui participent à l'espace collaboratif avaient besoin des groupes de pairs. La question de la non-mixité est une question qui fait débat. On aurait tendance à penser que ça pouvait être plus utile pour les personnes ayant vécu des situations de pauvreté, ce qu'on appelle certains chercheurs en littérature appellent les publics faibles, et finalement pas du tout. Et que dans notre espace collaboratif, y compris les chercheurs et les praticiennes, revendiquaient la nécessité d'avoir ces temps dans lesquels ils se retrouvent
retrouvait entre soi, enfin dans une forme d'entre-soi, et dans lesquels on pouvait discuter ensemble, parler un même langage, puisque c'est important, pour mieux formuler les choses et revenir vers les autres avec une posture plus constructive d'ailleurs, et pour aller plus loin dans la réflexion et surtout dans la production d'un savoir commun. Alors cette question-là, pour moi, elle est aussi assez fondamentale. Justement parce que je pense qu'aujourd'hui on est dans un moment où on a besoin de réfléchir les questions de démocratie. L'intuition qu'on a à quelques-uns et quelques-unes depuis déjà un petit moment, c'est que le groupe de pairs, c'est vraiment très intéressant pour retravailler ces questions-là. On considère aussi que ce groupe de pairs doit s'inscrire dans un processus dans lequel on puisse alterner des moments dans lesquels on se retrouve un groupe de pairs avec des moments, un groupe mixte. Top, s'il vous plaît, mon groupe a besoin de se retrouver en torture. On se pose la question de savoir, est-ce qu'on comprend ce qui est en train de se passer ici? Non. Non. On n'a pas compris, on a perdu dans l'idée. Il y a quelque chose là qui m'a vraiment gênée, j'ai trouvé ça violent. Je ne sais pas comment le dire avec les mots justes, mais vous êtes d'accord avec moi? Vous avez ressenti la même chose? Oui, c'est pareil. Moi, franchement, je pense que là, on a été trop dans l'entre-soi. Là. Non, il va falloir réajuster nos façons de communiquer, là, s'ouvrir un petit peu, s'il vous plaît. J'ai trouvé que c'était performant, moi, l'histoire de la tortue. De se remettre en groupe de pairs quand on n'arrivait pas à déboucher sur quelque chose dans le débat. Donc on s'est remis, nous, à certains moments, dans la restitution de ce qu'on avait fait. À certains moments, on n'arrivait pas. On s'est remis en groupe de pairs. Donc, et après, on est revenu. Ça a été utile. Moi, j'ai vraiment trouvé très utile qu'on puisse faire ça. Il ne s'agit pas de vouloir privilégier la parole des personnes qui ont l'expérience de la pauvreté, au sens où il faudrait les protéger ou les soutenir particulièrement et tout. Non, c'est qu'en fait, on est dans un tel historique, un tel poids de non-considération que l'urgence, la priorité, c'est de donner de la place à cette parole. Il y a eu quand même un moment, alors en tout cas dans le débat public en France, beaucoup de questionnements sur la non-mixité. De dire, mais la non-mixité, c'est la ségrégation. Et pas la non-mixité, c'est une étape vers la mixité, par exemple. Tu vois. Et on y a pas mal réfléchi, mais après, on a pris le parti de dire, pour nous, en fait, c'est essentiel, le groupe de pairs, pour aller vers la mixité. Le deuxième ensemble de résultats portait sur coproduction jusqu'au bout. Donc, est-ce que le jusqu'au bout, c'est coproduire un article, coproduire un rapport de recherche ou un film, ou est-ce que ça va au-delà? Et là, l'espace collaboratif a travaillé à réfléchir à ce que ça veut dire quoi, peut-être l'au-delà de la coécriture. Marion, tu parlais de définir ensemble les objectifs, mais aussi tu parlais de règles et d'éthique. Mais alors, qui les définit? On s'est dit qu'une des conditions dans des projets pour co-construire, c'est que l'ensemble des participants puissent se mettre d'accord sur des règles éthiques et des points de repère avant même de commencer. Et donc, pour cela, il était nécessaire de mettre en place un outil de pilotage clair qui pose et qui soit garant des règles et qui les fasse évoluer tout en s'assurant que ce cadre et ces règles soient... que tout le monde se soit approprié ce cadre et ces règles. On va rentrer maintenant dans le point numéro 3 qui est construire le respect et la confiance. Mais ça ne se construit pas tout seul. Donc voilà, Vanessa. Le rôle de l'animation est essentiel pour réduire les rapports de domination les uns sur les autres, pour faciliter les différentes modalités d'échange de toutes les personnes. Mais la position d'animation est aussi une position de pouvoir. L'animateur doit faire en sorte de ne pas influencer la pensée des personnes, mais les aider à l'exprimer clairement. Est-ce que par exemple vous allez exclure, faire en sorte que dans un même groupe de pairs, il n'y ait pas des personnes qui ont des rapports de pouvoir dans d'autres lieux, par exemple un doctorant et son directeur de recherche ou un professionnel, un employé et son cadre par exemple. Et la dernière question, c'est on s'est demandé
Pourquoi est-ce que dans le groupe des personnes qui ont vécu l'expérience de la pauvreté, l'animateur n'est pas une personne qui a elle-même vécu cette expérience et qui aurait été formée à l'animation? Je vous propose qu'on se mette à nouveau ici en groupe de pairs pour réfléchir à ces plusieurs points que vous avez dit. Et puis de votre côté, les autres, si vous pouvez aussi contribuer à vous retrouver par 4, par 3, je ne sais plus comment vous étiez, par 2, pour pareil réfléchir à ces propositions-là qui sont faites de réflexion. C'est pas une question d'animation, c'est que les personnes en difficulté ont des choses à apporter qui ont apporté. Pour moi, animer, c'est de pouvoir donner la parole aux autres. Si j'anime, je dois me taire. Et moi, je suis dans un état où j'ai pas envie de me taire. Et j'ai pas envie qu'on me fasse taire. J'ai pas envie de fermer ma gueule. Et donc, je refuse d'animer. Au début, évidemment, quand on ne se connaît pas, c'est de voir un peu, de se voir les uns les autres, et puis qu'on ne se connaît pas, et puis, comment je vais dire, de savoir que c'est des chercheurs et des professionnels, nous on n'a pas l'habitude, du coup on se dit bon ben voilà, qu'est-ce qu'on vient faire là? Est-ce qu'ils vont nous écouter? Est-ce qu'on va être pris au sérieux? Est-ce qu'ils vont vraiment vouloir accepter qu'on soit co-chercheurs? Effectivement avec le temps ça s'est fait, donc voilà. Par exemple pour notre groupe, ce qui nous a aussi permis de nous sentir légitimes, c'était de faire part d'une idée, que cette idée elle a été reprise par les autres groupes, qu'on a pu les travailler en groupe mixte. Et c'est ça aussi qui permet de se sentir légitime, c'est que on partage ces reprises et on participe à l'élaboration d'une pensée du début jusqu'à la fin. Beaucoup de mes amis d'enfance, ou même actuellement je suis beaucoup engagé avec des familles en Belgique, beaucoup ne savent pas lire et écrire. Et quand on dit on veut coproduire jusqu'au bout ensemble, qu'est-ce que ça veut dire pour des gens qui ne savent pas lire et écrire? Et en fin de compte, on a fait toute une technique pour que tout le monde puisse écrire. Et donc, on enregistrait les rencontres, on les décryptait, on les découpait en fonction du thème qu'on voulait écrire. Et puis, on pouvait présenter aux universitaires en disant « Voilà notre travail, qu'est-ce que vous en pensez ?» Ils nous faisaient refaire notre travail. Et nous, pareil, quand les universitaires ils écrivaient, donc on pouvait aussi leur dire comment nous, on voyait les choses. Et c'est comme ça qu'on a pu coécrire ensemble. Donc, je dis coécrire ensemble ou aller jusqu'au bout, ça veut dire aussi prendre le temps, prendre les moyens pour que les gens peuvent, ils sont capables de le faire. Mais il faut en prendre les moyens, il faut prendre le temps. Une des questions, c'était est-ce qu'il ne faut pas, du coup, dans une recherche participative, penser dès le début comment on transforme ces nouvelles connaissances en action, comment on va vers de la formation en parallèle, comment on n'est pas que dans la création de connaissances, mais comment on pense tout de suite la mise en œuvre de la transformation. Donc aller jusqu'au bout, c'est aussi activer les résultats, c'est-à-dire dans tous les milieux impliqués dans la recherche participative, qu'il y ait des suites, qu'il y ait des changements, qu'il y ait une transformation, que ce soit dans l'organisme de formation, dans une politique publique, dans un institut de recherche. Que le jusqu'au bout soit aussi des actions qui permettent de transformer la société. Je vais parler du troisième sujet qu'on a travaillé, c'est le sujet de la validation. Et c'est un sujet qui a toujours été amené surtout par des chercheurs, parce que c'est ça leur souci. Ils disaient souvent, mais on veut bien faire des recherches participatives, mais nos collègues, notre milieu ne les valide pas. Ils regardent un peu de haut ces recherches-là. Finalement, on se dit, mais cette question est importante pour tout le monde, parce que si, en tant que professionnel ou en tant que personne ayant l'expérience de la pauvreté, tu participes à une recherche que tes pairs ne valident pas, ne reconnaissent pas, là aussi, c'est trop dur. Et donc voilà, cette question, finalement, elle est importante pour tout le monde. Si on est dans un processus de recherche participative en croisement, ou si quelqu'un d'extérieur, comme un financeur ou autre, regarde un petit peu une recherche qui est en cours, quels sont les jalons finalement qui vont nous aider à nous dire
que cette recherche est une recherche participative. Il y a une grosse difficulté quand même, je trouve, et c'était l'objectif de l'espace collaboratif, à dessiner les contours de ce type de recherche. Donc le premier ensemble de critères porte sur avec qui on fait les recherches participatives. Ensuite, on a un deuxième ensemble de critères, c'est les critères en lien avec comment la recherche a été faite, c'est-à-dire le processus. Et enfin, on propose 4 critères autour des effets, des résultats de la recherche participative. Qu'est-ce qu'on vise et comment on s'assure qu'on a cherché à viser ça, comment on s'y prend pour viser ces effets. Peut-être que ce n'est pas complet ici, on va pouvoir en discuter aujourd'hui et puis dans les ateliers après. Au séminaire épistémologique de 2015, c'était fort parce que pour la première fois, on nous demandait de relire et de valider les résultats. Personne n'avait retranscrit notre travail, mais on ne s'y retrouvait pas. On ne se reconnaissait même pas. Alors on a retravaillé le texte et là on s'est retrouvé dans le résultat. C'est la première fois qu'on nous demandait si on était d'accord avec le résultat et qu'on pouvait le modifier. C'est la reconnaissance suprême. On nous reconnaissait pour notre analyse et pas seulement pour notre témoignage. Quelqu'un qui est à la rue, il ne va pas venir dans une réunion, encore moins dans une recherche. Ce n'est pas facile, il faut de la confiance, il faut du temps. C'est important que le savoir de ces personnes soit pris en compte et de faire des allers-retours. L'une de nos dernières recherches, de nos dernières journées de travail, on était beaucoup à penser que c'était important d'être nommé co-chercheur, tous les participants. Et je me souviens d'une réaction de quelqu'un qui disait qu'il était parti frustré de ne pas avoir réussi à nous faire comprendre que lui, il ne voyait pas l'intérêt qu'on soit nommé co-chercheur. Et ça m'avait surprise. Et que lui, il soit frustré qu'on n'ait pas réussi à le comprendre. Et du coup, ça m'a fait réfléchir jusqu'à la prochaine, jusqu'à la journée d'après qu'on a eue tous ensemble. J'ai pu lui en parler un petit peu. Et puis, on n'était toujours pas d'accord non plus, mais on a pu en discuter et on était d'accord pour se dire qu'on n'était pas d'accord entre nous. Je pense que c'est la première fois que je comprends, d'une part, et surtout que je vois mettre en œuvre la possibilité d'être en désaccord. Voilà. Et moi, pour moi, c'est le fondement de la démocratie. Je trouve que dans cet espace collaboratif, c'est quelque chose qui s'est vraiment construit chemin faisant. Et si j'ai un résultat à retenir de tout ce travail, pour moi, ça sera celui-ci. Alors, les praticiennes dans notre groupe de l'espace collaboratif, à un moment donné, ils disaient, mais chaque groupe ou chaque personne, et là vous voyez chaque animal, devrait pouvoir dire lui-même en quoi il a développé son pouvoir d'agir. Je pense que c'est ça ce qui amènera en fait du pouvoir d'agir aux personnes. C'est-à-dire en fait si je vois que ce que je dis te transforme, tu me donnes du pouvoir d'agir en montrant mon pouvoir. Chez les chercheurs par exemple, cette transformation c'était peut-être aussi de se dire mais certes la recherche ça sert à produire des connaissances, mais ça peut être aussi un outil de lutte contre la pauvreté et peut-être de réfléchir, d'accepter, pour certains d'assumer. On n'est pas encore tous au même niveau, ou on n'a pas tous la même posture à ce niveau-là, mais peut-être aussi d'accepter une posture de chercheur engagé, et que ça pouvait être une vraie transformation chez le chercheur. Le dernier critère, c'était de produire de nouvelles connaissances. Alors là, on était très peu enthousiaste dans le dessin en mettant carrément un phénix, mais en tout cas, c'est l'idée de produire quelque chose, une connaissance qui est nouvelle et qui est scientifique. Alors, qu'est-ce que ces rencontres nous inspirent pour la suite? Aujourd'hui, je mesure vraiment la démultiplication. La démultiplication et la profondeur, et surtout de pouvoir maintenant rendre compte de quelque chose qui a été vécu, qui a été pensé, qui a été animé, et par la diversité des expériences maintenant de partout, ça doit devenir et ça devient une référence. Il faut que ces démarches de croisement des savoirs, de recherche participative,
de plus en plus deviennent une référence dans le monde universitaire, au niveau des professionnels, au niveau des institutions et au niveau du monde de la pauvreté. Je rêverais d'une suite où nous pourrions, en groupe mixte, aller présenter peut-être aux décideurs des politiques publiques nos travaux, nos résultats, et peut-être les encourager à de même prendre en compte la parole des personnes concernées, qu'ils soient issus de la pauvreté, des pratiques professionnelles ou de la recherche académique, dans la construction des politiques publiques. Je rêverais vraiment que nos travaux et notre processus, au-delà des résultats, puissent inspirer plein d'autres pans dans l'histoire de la construction des politiques publiques en France. Et je sens que des journées comme aujourd'hui, comme hier, ça nous donne des forces, ça nous donne des envies de continuer, mais on a besoin de sentir cette communauté. Si on est trop seul, on risque d'abandonner. Et donc je me dis, mon rêve, ce serait que ce soit une communauté qui réussit à se soutenir. Ce que je reçois ici, en termes de force, en termes de compréhension, en termes d'inspiration, en termes de discussion, je voudrais, en tout cas à mon niveau, le transporter un peu autour de moi dans mon quotidien. J'aime bien voir les choses dans le quotidien et pas après pas. Et puis petit à petit, un peu sensibiliser de plus en plus de personnes autour de moi, qui sensibiliseront de plus en plus de personnes autour d'elles. Mon rêve, ça serait que je sois vue comme tout le monde, qu'on mette de côté ma précarité, entre guillemets, et qu'on voit juste la personne que je suis avec mon savoir. Au niveau scientifique, reste pour moi un point d'interrogation, parce qu'ils ont quand même leur façon de voir où je ne suis pas forcément d'accord. Et je pense que souvent, ils sont aussi des fois à l'origine de certaines choses que l'on peut véhiculer sur les personnes en précarité. Mais ça reste une pensée personnelle. Pour moi, ce qui est inspirant et qui a transposé au monde de la recherche, c'est cet enjeu d'essayer peut-être de réfléchir, de penser et de mettre en pratique d'autres manières de construire des savoirs au sein de l'institution académique. Mon rêve, c'est que, bien sûr, en tant que chercheur, cette expérience, j'aimerais bien qu'elle soit partagée et qu'elle montre non seulement l'intérêt de faire des recherches participatives, mais tout ce que ça peut apporter véritablement en termes de connaissances sur ces questions et connaissances utiles à permettre des véritables changements plus grande au niveau sociétal. Alors bien évidemment là par rapport aux questions de pauvreté, mais on pourrait dire aussi que ça peut servir aussi comme des formes de plaidoyer, ça peut servir pour modifier aussi l'action publique par rapport à ces questions. Si ces recherches participatives qui se développent, elles se posent des questions de fond sur l'éthique, la méthodologie, la manière de réfléchir à réduire les biais liés aux inégalités, à la domination, aux questions de langage, tout ce qu'on a beaucoup travaillé dans ces 2 journées. Si on peut contribuer à la réflexion là-dessus, on sera déjà très, très heureuse, très heureux d'avoir pu contribuer à ça, et on espère que ça va pouvoir se développer. Une continuité, il ne faut pas que ça reste dans le placard. Mais ce serait ici on va avoir le final. Il doit y avoir quelque chose sûrement qui va sortir, et de pouvoir le partager évidemment avec d'autres et de montrer que c'est possible de faire, que c'est possible de pouvoir être co-chercheur avec une personne vivant la pauvreté. Que c'est pas facile, mais que c'est possible. À quand notre reconnaissance de notre savoir? Quand beaucoup de personnes nous reconnaîtront comme un vrai savoir. Dommage, non?